to Dreamy Science. Et si je vous disais que quelque chose d'extraordinaire se passe à l'intérieur de votre tête en ce moment même, quelque chose de si profond, de si mystérieux, de si incroyablement complexe que même les plus grands scientifiques de l'histoire n'ont jamais pu l'expliquer complètement? Et si je vous disais que votre cerveau, cet organe d'1,4 kg, enfermé dans l'obscurité totale de votre crâne, est en train de faire quelque chose en ce moment précis dont vous n'avez absolument aucune conscience? Il écoute, il traite, il se prépare. Mais il se prépare à quoi exactement? Il se prépare à vous emmener dans un voyage que vous faites chaque nuit. Un voyage si étrange, si surréaliste, et si profondément personnel que personne d'autre dans l'univers entier ne pourra jamais l'expérimenter exactement comme vous. Je parle du sommeil. Je parle des rêves. Je parle de cet instant magique où votre conscience s'éteint comme une bougie soufflée par un vent doux et où votre cerveau entre dans un monde parallèle, un monde qui n'existe que pour vous, un monde que vous oublierez probablement au réveil. Mais avant de commencer ce voyage ensemble, laissez-moi vous poser quelques questions qui vont peut-être changer la façon dont vous voyez votre propre esprit. Êtes-vous prêt? Saviez-vous que vous passez environ 26 années de votre vie à dormir? 26 années? Pensez-y un instant. Si vous vivez jusqu'à 78 ans, un tiers complet de votre existence se déroule dans un état dont vous n'avez presque aucun souvenir. Et ce n'est pas tout. Sur ces 26 années de sommeil, environ 6 années entières sont consacrées aux rêves. 6 ans de votre vie passés dans des mondes qui n'existent pas, avec des personnes qui parfois n'existent pas, vivant des aventures qui défient toutes les lois de la physique. Et voici ce qui est encore plus fascinant. Votre cerveau est parfois plus actif pendant que vous dormez que lorsque vous êtes éveillé. Oui, vous avez bien entendu. Pendant certaines phases du sommeil, votre cerveau consomme plus d'énergie, crée plus de connexions, travaille plus intensément que quand vous êtes assis à votre bureau en train de résoudre un problème de mathématiques. N'est-ce pas absolument extraordinaire? Et voici un fait qui va peut-être vous donner des frissons. Chaque nuit, votre corps se paralyse volontairement. Ou votre cerveau envoie un signal qui désactive complètement vos muscles volontaires pour vous empêcher de bouger physiquement pendant que vous rêvez. Imaginez ça. Votre propre cerveau vous immobilise, vous rend temporairement incapable de bouger chaque nuit pour vous protéger. Et parfois, ce mécanisme échoue. Parfois, vous vous réveillez avant que la paralysie ne se dissipe et c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Cette expérience terrifiante où vous êtes conscient mais incapable de bouger, parfois accompagnée d'hallucinations sombres. Des millions de personnes dans le monde en ont fait l'expérience. Peut-être même vous. Et saviez-vous que le record mondial de la plus longue période sans dormir est de 11 jours? 11 jours complets sans une seule seconde de sommeil. Et la personne qui a tenté cette expérience a commencé à halluciner après seulement 3 jours. Après 5 jours, elle avait du mal à distinguer la réalité de l'imagination. Après 8 jours, elle ne pouvait plus former de phrases cohérentes. Le sommeil n'est pas un luxe. Le sommeil est aussi essentiel à votre survie que la nourriture et l'eau. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne comprennent pas vraiment ce qui se passe quand nous fermons les yeux. Et il y a encore quelque chose d'incroyable. Il existe des personnes qui peuvent contrôler leurs rêves. Elles savent qu'elles rêvent pendant qu'elles rêvent, et elles peuvent décider de voler, de voyager,
de créer des mondes entiers dans leur esprit. La science a prouvé que c'est réel. Ça s'appelle le rêve lucide et nous en parlerons en profondeur un peu plus tard dans cette vidéo. Mais pour l'instant, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous preniez une grande inspiration. Lentement, profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Maintenant, expirez doucement. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Parce que ce que nous allons explorer ensemble cette nuit, c'est un voyage à travers les faits les plus fascinants, les plus relaxants, les plus profonds de la psychologie du sommeil, des rêves, du cerveau humain et du comportement humain. Cette vidéo est conçue pour être votre compagnon ce soir. Que vous soyez allongé dans votre lit, assis sur votre canapé ou simplement en train de vous détendre après une longue journée, cette vidéo est faite pour vous. Alors si vous aimez explorer les mystères de l'esprit humain, si la science vous fascine, et si vous voulez comprendre pourquoi vous êtes ce que vous êtes, alors appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant, parce que ce que nous allons explorer ensemble va changer la façon dont vous voyez votre propre esprit pour toujours. Et dites-moi dans les commentaires, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Êtes-vous en train de regarder cette vidéo dans votre lit? J'aimerais vraiment le savoir. Maintenant, installez-vous confortablement. Imaginez que cette vidéo est une promenade douce à travers les couloirs de votre propre esprit. Chaque fait que nous allons découvrir est comme une porte qui s'ouvre sur une pièce secrète de votre cerveau. Et à mesure que nous avancerons, la lumière deviendra plus douce, les mots deviendront plus calmes, et peut-être, juste peut-être, mais votre cerveau commencera à se laisser glisser vers le sommeil. Et ce serait parfait, parce que c'est exactement le but. Commençons par la question la plus fondamentale, et pourtant la plus mystérieuse. Pourquoi dormons-nous? Cela peut sembler être une question simple, mais en réalité, c'est l'un des plus grands mystères de la biologie. Pensez-y. Le sommeil vous rend vulnérable. Quand vous dormez, vous ne pouvez pas chercher de la nourriture. Vous ne pouvez pas surveiller les prédateurs. Vous ne pouvez pas prendre soin de vos proches. Vous ne pouvez pas vous reproduire. Du point de vue de l'évolution, le sommeil est un désastre. Il expose chaque créature vivante à un danger mortel pendant des heures chaque jour. Et pourtant, chaque animal sur cette planète dort. Les dauphins dorment en éteignant une moitié de leur cerveau à la fois, la moitié restante continuant à surveiller les prédateurs et à respirer. Les girafes ne dorment que 30 minutes par jour, en session de 5 minutes, debout, parce que se coucher dans la savane africaine serait une condamnation à mort. Les frégates peuvent dormir en volant quelques secondes à la fois, pendant des voyages qui durent des jours au-dessus de l'océan. Les loutres de mer dorment en se tenant par la main pour ne pas dériver les unes des autres. Et malgré toute cette vulnérabilité, malgré tous ces risques, l'évolution n'a jamais, en des milliards d'années, éliminé le sommeil. Ce qui signifie que le sommeil doit être tellement important que les bénéfices qu'il apporte surpassent tous les dangers qu'il représente. Alors, quels sont ces bénéfices? Les scientifiques ont proposé plusieurs théories au fil des décennies. La première est la théorie de la conservation de l'énergie. L'idée est simple, votre corps consomme moins d'énergie quand vous dormez, environ 10% de moins que quand vous êtes éveillé au repos. C'est comme si votre corps passait en mode économie d'énergie, comme un téléphone portable
qui diminue la luminosité de son écran pour préserver la batterie. Mais 10%, c'est assez peu. Si le seul avantage du sommeil était d'économiser 10% d'énergie, ça ne vaudrait certainement pas le risque d'être mangé par un prédateur. Donc il doit y avoir quelque chose de plus. Et il y a quelque chose de plus. Quelque chose de spectaculaire. En 2012, une équipe de chercheurs de l'Université de Rochester a découvert quelque chose qui a révolutionné notre compréhension du sommeil. Ils ont découvert le système glymphatique. C'est comme le système lymphatique de votre corps, celui qui nettoie les déchets, mais pour votre cerveau. Pendant que vous dormez, les cellules de votre cerveau rétrécissent littéralement de 60%, créant de vastes espaces entre elles. Et dans ces espaces, le liquide céphalorachidien circule comme un fleuve, emportant avec lui les déchets métaboliques, les protéines toxiques, les débris cellulaires. Votre cerveau se lave littéralement pendant que vous dormez. Et voici le détail le plus fascinant. Parmi les substances toxiques que ce système élimine, on trouve la bêta-amyloïde, et une protéine dont l'accumulation est directement liée à la maladie d'Alzheimer. Ce qui signifie que chaque nuit de bon sommeil est littéralement une nuit de protection contre la neurodégénérescence. Chaque nuit où vous ne dormez pas assez, ces toxines s'accumulent un peu plus. Votre cerveau n'a pas le temps de se nettoyer. C'est comme si vous viviez dans une maison où les poubelles ne sont jamais ramassées. Au début, vous ne remarquez rien. Mais au fil du temps, les déchets s'accumulent et l'environnement devient toxique. Et ce n'est pas le seul miracle qui se produit pendant votre sommeil. Votre cerveau utilise également le sommeil pour consolider vos souvenirs. Pendant la journée, vous absorbez une quantité massive d'informations. Chaque conversation, chaque image, chaque sensation ou chaque émotion est temporairement stockée dans une zone de votre cerveau appelée l'hippocampe, une structure en forme de petit hippocampe de mer niché profondément dans votre lobe temporal. Mais l'hippocampe a une capacité limitée. C'est comme la mémoire vive d'un ordinateur, rapide, mais petite. Pendant le sommeil, votre cerveau transfère les informations importantes de l'hippocampe vers le néocortex, la vaste couche externe de votre cerveau, où elles sont stockées de façon permanente. C'est comme si, chaque nuit, un archiviste méticuleux triait toutes vos expériences de la journée, décidant ce qui mérite d'être conservé et ce qui peut être jeté. Et c'est exactement ce qui se passe. Votre cerveau ne conserve pas tout, il sélectionne, il priorise. Et les critères de sélection sont fascinants. Les souvenirs émotionnellement chargés sont presque toujours conservés. Les informations que vous avez activement essayé d'apprendre sont prioritaires. Les expériences répétées sont renforcées. Et le reste, il s'efface doucement, comme des empreintes de pas sur une plage balayée par la marée. Maintenant, plongeons dans l'architecture du sommeil, parce que ce qui se passe chaque nuit à l'intérieur de votre cerveau est un spectacle magnifique. Votre sommeil n'est pas un état uniforme. Ce n'est pas comme éteindre un interrupteur. C'est plutôt comme un orchestre qui joue une symphonie en plusieurs mouvements, chacun avec son propre tempo, sa propre mélodie, sa propre fonction. Chaque nuit, votre cerveau traverse 4 à 6 cycles complets. Et chaque cycle dure environ 90 minutes. Laissez-moi vous guider à travers un seul cycle, comme si nous observions votre cerveau de l'intérieur. Le premier mouvement est le stade 1, connu sous le nom de N1. C'est le seuil. C'est ce moment délicat
où vous flottez entre l'éveil et le sommeil. Vos pensées commencent à dériver. Elles perdent leur logique. Elles deviennent fragmentées, presque surréalistes. C'est ce qu'on appelle l'état hypnagogique. Et c'est l'un des états de conscience les plus fascinants que nous connaissions. Pendant l'état hypnagogique, vous pouvez avoir des visions brèves, des images vives qui apparaissent comme des flashs. Vous pouvez entendre des sons qui n'existent pas, des voix qui murmurent votre nom, de la musique lointaine. Et c'est pendant ce stade que se produit un phénomène que presque tout le monde a vécu, la secousse hypnique. Vous savez, ce moment où vous avez l'impression de tomber et votre corps entier sursaute et vous vous réveillez brusquement avec le cœur qui bat. Les scientifiques ne sont pas entièrement certains de pourquoi cela se produit, mais la théorie la plus acceptée est que votre cerveau, en passant du mode éveillé au mode endormi, interprète mal la relaxation de vos muscles comme une chute et active un réflexe de survie archaïque. Votre cerveau essaie littéralement de vous sauver d'une chute qui n'existe pas. C'est un vestige de l'époque où nos ancêtres dormaient dans les arbres et où tomber signifiait la mort. Le deuxième mouvement est le stade 2, connu sous le nom de N2. C'est ici que le sommeil léger s'installe véritablement. Or, votre rythme cardiaque ralentit. Votre température corporelle commence à baisser. Vos muscles se détendent davantage. Et dans votre cerveau, quelque chose de magnifique se produit. Des structures électriques appelées fuseaux du sommeil et complexes K apparaissent. Les fuseaux du sommeil sont des bouffées rapides d'activité neuronale, comme de petits tourbillons électriques qui durent 1 à 2 secondes. Les scientifiques croient qu'ils jouent un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire et, fascinant, dans la protection de votre sommeil. Ils agissent comme des gardiens, empêchant les bruits et stimulations extérieures de vous réveiller. Quant au complexe K, ce sont de grandes ondes cérébrales soudaines qui semblent répondre aux stimuli externes. Si un bruit se produit pendant que vous êtes en stade 2, et dit votre cerveau génère un complexe K, comme s'il disait « j'ai entendu ce bruit, j'ai évalué la situation, ce n'est pas dangereux, continue de dormir ». Votre cerveau vous protège même pendant votre sommeil. Le troisième mouvement est le stade 3, connu sous le nom de N3 ou sommeil à ondes lentes. C'est le sommeil profond. C'est le sommeil le plus réparateur, le plus essentiel, le plus difficile à interrompre. Pendant le sommeil profond, votre cerveau émet de grandes ondes lentes et puissantes, appelées ondes delta. Ces ondes balaient votre cerveau comme des vagues massives sur un océan calme, synchronisant des millions de neurones dans un rythme lent et majestueux. C'est pendant ce stade que votre corps libère la plus grande quantité d'hormones de croissance, réparant les tissus, renforçant le système immunitaire, reconstruisant les muscles. C'est pendant ce stade que le système lymphatique dont nous avons parlé est le plus actif, nettoyant votre cerveau des toxines accumulées. Et c'est pendant ce stade que les souvenirs factuels sont consolidés, transférés de l'hippocampe vers le néocortex. Si vous vous réveillez pendant le sommeil profond, vous vous sentirez désorienté, confus, presque ivre. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Et c'est la raison pour laquelle vous vous sentez si mal quand votre alarme sonne au milieu d'un cycle de sommeil profond. Et puis vient le quatrième mouvement, le plus étrange, le plus mystérieux, le plus poétique, le sommeil paradoxal, aussi connu sous le nom de REM, pour Rapid Eye Movement. C'est le stade des rêves. Et c'est ici que les choses
deviennent vraiment extraordinaires. Pendant le sommeil paradoxal, sous vos yeux bougent rapidement sous vos paupières fermées, comme s'ils suivaient l'action d'un film que vous seul pouvez voir. Votre activité cérébrale augmente considérablement, atteignant des niveaux comparables à l'éveil. Votre rythme cardiaque devient irrégulier. Votre respiration s'accélère et devient imprévisible. Et pendant ce temps, votre cerveau envoie un signal via le tronc cérébral qui paralyse complètement vos muscles volontaires. Cette paralysie s'appelle l'atonie musculaire. Et elle existe pour une raison très simple. Elle vous empêche de réaliser physiquement vos rêves. Sans cette paralysie, si vous rêviez que vous courez, vos jambes bougeraient réellement. Si vous rêviez que vous vous battez, vos bras se balanceraient, ce serait dangereux. Alors votre cerveau vous immobilise, vous transformant en spectateur captif de vos propres créations mentales. Chaque cycle de sommeil dure environ 90 minutes, et au fil de la nuit, la composition des cycles change. Les premiers cycles contiennent plus de sommeil profond et moins de sommeil paradoxal. Mais à mesure que la nuit avance, le sommeil profond diminue et le sommeil paradoxal augmente. C'est pourquoi vos rêves les plus longs et les plus vivides se produisent généralement dans les dernières heures de sommeil, juste avant le réveil. C'est aussi pourquoi couper vos nuits courtes de 1 ou 2 heures ne vous prive pas simplement d'un peu de sommeil. C'est votre sommeil paradoxal, votre temps de rêve, qui est le plus affecté. Maintenant, parlons de la chimie du sommeil. Parce que votre cerveau utilise un cocktail fascinant de molécules pour vous endormir et vous réveiller. Et comprendre cette chimie peut vous aider à mieux dormir ce soir. La première molécule clé est l'adénosine. Chaque seconde que vous passez éveillé, votre cerveau produit de l'adénosine comme sous-produit de l'activité neuronale. L'adénosine s'accumule progressivement tout au long de la journée, créant ce que les scientifiques appellent la pression du sommeil. Plus vous restez éveillé longtemps, plus l'adénosine s'accumule, plus vous avez sommeil. C'est un système magnifiquement simple. Et devinez ce que fait la caféine. La caféine est structurellement similaire à l'adénosine. Elle se glisse dans les récepteurs d'adénosine de votre cerveau comme une fausse clé dans une serrure, bloquant l'adénosine sans activer le signal de somnolence. C'est pourquoi le café vous tient éveillé. Il ne vous donne pas de l'énergie, il vous empêche de ressentir votre fatigue. L'adénosine continue de s'accumuler derrière le barrage de caféine, et quand la caféine se dissipe après 5 à 6 heures, toute cette fatigue accumulée vous frappe d'un coup. C'est le fameux crash de caféine. La deuxième molécule est la mélatonine. La mélatonine n'est pas un somnifère à proprement parler, c'est plutôt un messager. Elle dit à votre corps, il fait nuit, c'est le moment de dormir. Votre glande pinéale, une minuscule structure en forme de pomme de pin au centre de votre cerveau, commence à produire de la mélatonine quand la lumière diminue. Plus il fait sombre, plus elle en produit. Plus il fait clair, moins elle en produit. Non, et c'est ici que se trouve l'un des plus grands problèmes de notre monde moderne, les écrans. La lumière bleue émise par votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, votre télévision est interprétée par votre cerveau comme de la lumière du jour. Votre glande pinéale, confuse, réduit la production de mélatonine. Votre cerveau pense qu'il est encore midi alors qu'il est minuit. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens ont du mal à s'endormir dans notre monde hyper connecté. La troisième molécule est le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur de votre cerveau.
En d'autres termes, c'est le frein. Quand le GABA est actif, il réduit l'activité neuronale, calme les circuits excités, diminue l'anxiété. Pendant l'endormissement, la production de GABA augmente considérablement, ralentissant progressivement l'activité de votre cerveau comme un chef d'orchestre qui baisse les bras pour demander au orchestre de jouer de plus en plus doucement. Et enfin, il y a le cortisol, l'hormone du stress. Mais le cortisol n'est pas seulement l'hormone du stress, c'est aussi l'hormone du réveil. Votre corps commence à produire du cortisol dans les dernières heures de votre sommeil et il atteint son pic environ 30 minutes après votre réveil. C'est ce qu'on appelle la réponse d'éveil du cortisol et c'est votre alarme biologique naturelle. Toute cette chimie est orchestrée par une minuscule structure dans votre hypothalamus appelée le noyau suprachiasmatique ou NSC. Le NSC est votre horloge biologique maîtresse. Il contient seulement environ 20 000 neurones, ce qui est minuscule comparé aux 86 milliards de neurones de votre cerveau. Et pourtant, ces 20 000 neurones contrôlent l'ensemble de votre rythme circadien. Quand vous avez sommeil, quand vous vous réveillez, quand vous avez faim, quand votre température corporelle monte ou descend. Le NSC reçoit des informations directement de vos yeux via le tractus rétino-hypothalamique, ce qui lui permet de se synchroniser avec le cycle lumière-obscurité de 24 heures. C'est fascinant. Vous avez littéralement un détecteur de lumière dans votre cerveau qui ajuste votre horloge interne chaque jour. Avant de continuer notre voyage, laissez-moi partager avec vous quelques faits supplémentaires sur le sommeil qui sont vraiment étonnants. Saviez-vous que votre cerveau décide activement de ce qu'il faut oublier pendant le sommeil? C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'homéostasie synaptique, proposée par Giulio Tononi et Chiara Cirelli. Pendant la journée, à mesure que vous apprenez et vivez des expériences, les connexions synaptiques de votre cerveau se renforcent. Mais si ce processus continuait indéfiniment, votre cerveau serait rapidement saturé. Alors, pendant le sommeil profond, votre cerveau affaiblit sélectivement certaines connexions, gardant les plus importantes et effaçant le bruit de fond. C'est un élagage neuronal, comme un jardinier qui taille un arbre pour qu'il pousse plus fort. Et saviez-vous que le fait d'être un couche-tard ou un lève-tôt n'est pas une question de discipline ou de paresse? C'est génétique, et les scientifiques appellent cela votre chronotype. Environ 30% des gens sont des chronotypes matinaux, ils se réveillent naturellement tôt et sont les plus alertes le matin. Environ 30% sont des chronotypes vespéraux. Ils sont naturellement plus actifs le soir et ont du mal à se réveiller tôt. Et le reste se situe quelque part entre les deux. Votre chronotype est largement déterminé par vos gènes, en particulier un gène appelé PER3. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous reproche de dormir tard, vous pourrez lui dire que c'est dans votre ADN. Voici un autre fait fascinant, l'effet de la première nuit. Avez-vous déjà remarqué que vous dormez moins bien dans un nouvel endroit, un hôtel, la maison d'un ami, un nouveau logement? Ce n'est pas votre imagination. Mais des chercheurs de l'université Brown ont découvert en 2016 que lorsque vous dormez dans un endroit inconnu, un hémisphère de votre cerveau reste plus éveillé que l'autre. C'est ce qu'on appelle le sommeil unihémisphérique, et c'est exactement ce que font les dauphins. Votre cerveau, incertain de la sécurité de ce nouvel environnement, garde la moitié de lui-même en mode sentinelle, prêt à vous réveiller au moindre danger.
C'est un vestige de survie extraordinaire et cela explique pourquoi vous vous sentez fatigué après votre première nuit dans un endroit nouveau. Et que dire des micro-sommeils? Ce sont des épisodes de sommeil extrêmement brefs, durant de 1 à 30 secondes, qui surviennent quand votre cerveau est tellement privé de sommeil qu'il s'éteint par morceaux, même si vous essayez de rester éveillé. Pendant un micro-sommeil, vos yeux peuvent rester ouverts, mais votre cerveau cesse de traiter l'information. Vous pouvez être en train de conduire à 100 km à l'heure et votre cerveau peut s'éteindre pendant 3 secondes sans que vous en ayez conscience. En 3 secondes, à cette vitesse, votre voiture parcourt plus de 80 mètres. 80 mètres en aveugle. C'est l'une des raisons pour lesquelles la privation de sommeil est si dangereuse au volant, potentiellement plus dangereuse que l'alcool. Et un dernier fait sur le sommeil, avant que nous entrions dans le monde des rêves. Votre corps abaisse sa température d'environ 1 à 2 degrés pour initier le sommeil. Votre cerveau a besoin d'un environnement frais pour s'endormir. Et c'est pourquoi il est plus facile de s'endormir dans une chambre fraîche que dans une chambre chaude. C'est pourquoi un bain chaud avant le coucher aide réellement, non pas parce que la chaleur vous détend directement, mais parce qu'en sortant du bain, votre corps perd rapidement de la chaleur, votre température centrale chute. Et votre cerveau interprète cette chute comme un signal de sommeil. C'est un petit truc que votre biologie vous offre gratuitement. Maintenant, entrons dans l'un des domaines les plus mystérieux et les plus poétiques de toute la psychologie. Les rêves. Qu'est-ce qu'un rêve exactement? Depuis des millénaires, les êtres humains ont essayé de répondre à cette question. Les Égyptiens anciens croyaient que les rêves étaient des messages des dieux. Les Grecs construisaient des temples dédiés aux rêves, appelés Asclepieia, où les gens dormaient dans l'espoir de recevoir des visions guérisseuses. Les aborigènes d'Australie parlent du temps du rêve comme d'une réalité fondamentale, aussi réelle que le monde éveillé. Et la science moderne, avec toute sa technologie et sa rigueur, a-t-elle trouvé une réponse définitive? Pas vraiment. Mais elle a proposé des théories fascinantes. La théorie la plus célèbre est celle de Sigmund Freud, qui croyait que les rêves étaient la réalisation déguisée de désirs refoulés. Selon Freud, votre inconscient contient des pensées, des envies, des souvenirs que votre conscience refuse d'accepter, souvent liés à des pulsions primitives. Et ces contenus refoulés trouvent leur chemin vers la surface pendant le sommeil, déguisés en symboles et en métaphores, pour ne pas choquer votre psyché consciente. Un escalier ne serait pas simplement un escalier. L'eau ne serait pas simplement de l'eau. Chaque élément du rêve serait un code à déchiffrer. Cette théorie est poétique et séduisante, mais la science moderne l'a largement remise en question. Freud n'avait aucun moyen de tester empiriquement ses idées, et beaucoup de ses interprétations semblent aujourd'hui arbitraires. Carl Jung, l'élève devenu rival de Freud, avait une vision différente. Jung croyait que les rêves étaient des messages de l'inconscient collectif, un réservoir de symboles universels partagés par toute l'humanité. Ces symboles, qu'il appelait archétypes, incluent le héros, l'ombre, l'anima, l'animus et bien d'autres. Selon Jung, les rêves ne cachent pas la vérité. Ils la révèlent. Ils compensent les déséquilibres de votre vie consciente. Si vous êtes trop rationnel pendant la journée, vos rêves seront chaotiques et émotionnels.
si vous ignorez une partie de votre personnalité, vos rêves vous confronteront à elle. Les idées de Jung sont toujours influentes en psychothérapie, bien qu'elles soient également difficiles à tester scientifiquement. En 1977, les neuroscientifiques Alan Hobson et Robert McCarley ont proposé une théorie radicalement différente, l'hypothèse de l'activation-synthèse. Selon cette théorie, les rêves ne sont pas des messages significatifs. Ils sont le résultat du cerveau essayant de donner un sens à l'activité neuronale aléatoire qui se produit pendant le sommeil paradoxal. Pendant le sommeil REM, le tronc cérébral envoie des signaux électriques aléatoires vers le cortex. Le cortex, recevant ces signaux chaotiques, fait ce qu'il fait toujours. Il essaie de créer une histoire cohérente. Il prend ces fragments aléatoires, des images, des émotions, des sensations, et il les tisse ensemble en un récit qui semble avoir du sens, même s'il est fondamentalement absurde. C'est comme si votre cerveau était un romancier sous pression, obligé d'écrire une histoire à partir de mots tirés au hasard d'un chapeau. Plus récemment, la théorie de la simulation des menaces, proposée par Antti Revonsuo, suggère que les rêves ont une fonction évolutive très spécifique. Ils simulent des situations dangereuses pour vous préparer à y faire face dans la vie réelle. C'est une sorte de terrain d'entraînement virtuel. Et cette théorie expliquerait pourquoi tant de nos rêves impliquent du stress, de la poursuite, du danger, non car ces scénarios étaient fréquents dans l'environnement de nos ancêtres, et les individus qui les répétaient dans leurs rêves étaient mieux préparés à survivre. Et enfin, la vision la plus moderne considère les rêves comme un élément essentiel de la consolidation de la mémoire et du traitement émotionnel. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau rejoue les événements de la journée, renforce les connexions importantes et surtout, il traite les émotions. C'est comme si votre cerveau passait vos émotions au tamis, les nettoyant, les modérant, les intégrant pour que vous vous réveilliez émotionnellement plus équilibré. Parlons maintenant des rêves les plus courants que les êtres humains font, parce que vous allez probablement reconnaître plusieurs d'entre eux, et leur psychologie est absolument fascinante. Ou que le rêve de chute est l'un des plus universels. Presque tout le monde a rêvé de tomber dans le vide, et nous avons déjà parlé de la secousse hypnique qui l'accompagne souvent. Psychologiquement, le rêve de chute est fréquemment associé à un sentiment de perte de contrôle dans la vie éveillée. Le rêve d'être poursuivi est peut-être le rêve le plus commun de tous. Quelque chose ou quelqu'un vous chasse et vous ne pouvez pas courir assez vite. Vos jambes sont lourdes. Vous n'avancez pas. La peur est intense. Ce rêve est généralement lié à l'anxiété, à l'évitement d'un problème ou d'une situation dans votre vie éveillée. L'entité qui vous poursuit représente souvent ce que vous fuyez émotionnellement. Le rêve de perdre ses dents est étrangement spécifique et pourtant remarquablement universel. Des études montrent que des personnes de cultures très différentes font ce rêve. Vos dents s'effritent, tombent une par une, se brisent. C'est désagréable et angoissant. Psychologiquement, ce rêve est souvent interprété comme étant lié à l'insécurité, à la peur du jugement ou à un sentiment de perte de puissance personnelle. Les dents, après tout, sont associées à l'attractivité, à la force, à la capacité de se nourrir. Les perdre en rêve symbolise la vulnérabilité. Le rêve de voler est peut-être le plus agréable de tous les rêves courants. Vous planez au-dessus des paysages, libre, léger, sans contrainte. Ce rêve est souvent associé à un sentiment de liberté, de transcendance ou de maîtrise de sa vie.
Il peut survenir après un accomplissement personnel ou pendant une période où vous vous sentez particulièrement confiant. Le rêve d'être nu en public est un classique. Vous êtes à l'école, au travail, dans la rue et vous réalisez soudain que vous êtes complètement nu. Personne ne semble remarquer, ou tout le monde vous dévisage. Ce rêve est typiquement lié à la vulnérabilité, à la peur d'être exposé, à l'anxiété sociale. Il révèle souvent une peur d'être vu tel que l'on est vraiment. Et le rêve de passer un examen pour lequel vous n'avez pas étudié est remarquable parce qu'il persiste bien après la fin de votre scolarité. Des adultes de 40, 50, 60 ans continuent de rêver qu'ils sont assis dans une salle d'examen, le papier devant eux, sans la moindre réponse. Ce rêve est lié au syndrome de l'imposteur, à la peur d'être jugé, à l'anxiété de performance. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ces rêves se retrouvent dans toutes les cultures humaines. Des personnes qui n'ont jamais eu de contact entre elles font les mêmes types de rêves. Ce qui suggère que ces rêves sont profondément enracinés dans la psychologie humaine universelle. Et maintenant, laissez-moi vous partager des faits sur les rêves qui vont véritablement émerveiller votre esprit. Saviez-vous que vous ne pouvez rêver que de visages que vous avez déjà vus? Votre cerveau ne peut pas inventer un visage de toute pièce. Chaque personne que vous croisez dans vos rêves, même les inconnus, est un visage que vous avez vu quelque part dans votre vie, peut-être brièvement dans la rue, dans un magasin, dans un bus. Votre cerveau a enregistré ce visage sans que vous en ayez conscience, et il le ressort dans vos rêves. Cela signifie que le mystérieux étranger de votre rêve est quelqu'un de réel, quelque part dans le monde. Saviez-vous que les personnes aveugles de naissance rêvent aussi? Elles ne voient pas d'images dans leurs rêves, mais elles rêvent avec une intensité extraordinaire à travers leurs autres sens. Elles entendent des sons, sentent des odeurs, touchent des textures, goûtent des saveurs, ressentent des émotions profondes. Leurs rêves sont tout aussi vivides et significatifs que ceux des personnes voyantes, simplement construits à partir de matériaux sensoriels différents. Et les personnes qui sont devenues aveugles après avoir eu la vue continuent de voir des images dans leurs rêves pendant de nombreuses années, bien que ces images s'estompent progressivement avec le temps. Et les animaux? Oui, les animaux rêvent aussi. Et les chiens bougent leurs pattes et émettent de petits gémissements pendant leur sommeil paradoxal, comme s'ils couraient dans un champ. Les chats montrent des comportements de chasse pendant le sommeil, griffant l'air et faisant des bonds. Et les rats sont peut-être les exemples les plus fascinants. Des chercheurs du MIT ont découvert que lorsque des rats apprennent à naviguer dans un labyrinthe pendant la journée, leur cerveau rejoue exactement les mêmes séquences d'activité neuronale pendant le sommeil. Les rats rêvent littéralement du labyrinthe. Ils s'entraînent dans leur sommeil. Et le lendemain, ils sont meilleurs pour naviguer dans le labyrinthe. C'est la consolidation de la mémoire en action observée directement dans le cerveau d'un animal. Voilà, voici un fait qui semble impossible. Environ 12% des gens rêvent entièrement en noir et blanc. Pas de couleur, juste des nuances de gris. Et la proportion de personnes qui rêvent en noir et blanc a considérablement augmenté dans les années 50 et 60, puis a diminué ensuite. Pourquoi? Parce que la télévision est apparue en noir et blanc. Les personnes qui ont grandi en regardant la télévision en noir et blanc ont été plus susceptibles de rêver sans couleur. Quand la télévision couleur s'est répandue,
les rêves en couleur sont redevenus la norme. Votre cerveau construit vos rêves avec les matériaux que lui fournit votre expérience quotidienne. Et même, le format de votre divertissement peut influencer la palette de couleurs de vos rêves. Et l'incorporation des rêves, c'est votre cerveau est constamment à l'écoute de l'environnement pendant que vous dormez. Et il intègre souvent les sons réels dans le récit de vos rêves. Si votre alarme sonne, vous pourriez rêver de cloches d'église ou de sirènes. Si quelqu'un parle près de vous, les mots pourraient se transformer en dialogue dans votre rêve. Si la température de la pièce augmente, vous pourriez rêver que vous êtes sur une plage ensoleillée ou près d'un feu. Votre cerveau est un improvisateur génial, tissant constamment la réalité dans la fiction de vos rêves. Et les rêves récurrents? Si vous faites le même rêve encore et encore, la psychologie dit que c'est un signe que votre cerveau essaie de traiter quelque chose qu'il n'a pas encore résolu. Les rêves récurrents sont comme des messages persistants de votre inconscient, et ils reviendront jusqu'à ce que le problème sous-jacent soit abordé. Des études montrent que les personnes qui résolvent le conflit émotionnel lié à un rêve récurrent cessent généralement de faire ce rêve. Et qu'en est-il des rêves prémonitoires, ces rêves qui semblent prédire l'avenir? Des millions de personnes rapportent avoir rêvé de quelque chose qui s'est ensuite produit dans la réalité. Et la science a une explication qui, bien que moins romantique, est tout aussi fascinante. Premièrement, vous faites des milliers de rêves chaque année, la plupart desquels vous oubliez. Par pure probabilité statistique, certains d'entre eux vont ressembler à des événements futurs. Deuxièmement, vos rêves sont basés sur vos connaissances, vos observations et vos intuitions. Votre cerveau est une machine extraordinaire de reconnaissance de schémas, en qu'il peut détecter des tendances et des probabilités que votre conscience n'a pas encore identifiées. Troisièmement, le biais de confirmation joue un rôle énorme. Vous vous souvenez des rêves qui correspondent à la réalité et vous oubliez les milliers qui ne correspondent pas. Ce n'est pas de la magie, mais c'est tout de même une démonstration remarquable de la puissance de votre cerveau inconscient. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment extraordinaire, le rêve lucide. Imaginez que vous êtes en train de rêver. Vous êtes dans un monde onirique, peut-être une forêt étrange, peut-être une ville fantastique. Et soudain, vous réalisez que vous rêvez. Vous savez que rien de tout cela n'est réel. Et à ce moment-là, au lieu de vous réveiller, vous restez dans le rêve et vous prenez le contrôle. Vous décidez de voler. Et vous volez. Et vous décidez de changer le décor. Et le décor change. Vous êtes le dieu de votre propre univers onirique. C'est le rêve lucide, et c'est un phénomène scientifiquement vérifié. Des études utilisant l'électroencéphalographie ont montré que pendant un rêve lucide, certaines régions du cortex préfrontal, normalement inactives pendant le sommeil paradoxal, se réactivent. Le cortex préfrontal est la partie de votre cerveau responsable de la conscience de soi, de la prise de décision et du raisonnement logique. Pendant un rêve normal, cette région est essentiellement éteinte, ce qui explique pourquoi vous acceptez les événements les plus absurdes de vos rêves, sans les questionner. Mais pendant un rêve lucide, une partie de cette région se rallume, vous donnant juste assez de conscience pour réaliser que vous rêvez tout en restant endormi. Chez les moines tibétains pratiquent le yoga du rêve depuis des siècles, une discipline spirituelle qui consiste à développer la conscience pendant le sommeil. Les anciens Grecs étaient fascinés par le contrôle des rêves.
et dans les années 1970, le psychophysiologiste Stephen LaBerge de l'université Stanford a été le premier à prouver scientifiquement l'existence du rêve lucide en demandant à des rêveurs lucides de faire des mouvements oculaires prédéterminés pendant leur sommeil, mouvements qui ont été détectés par les instruments du laboratoire. Pour la première fois, quelqu'un avait communiqué depuis l'intérieur d'un rêve vers le monde éveillé. Et plus récemment, en 2021, une équipe internationale de chercheurs a réussi à établir une communication bidirectionnelle avec des rêveurs lucides. Et les chercheurs posaient des questions mathématiques simples aux personnes endormies, et celles-ci répondaient correctement en utilisant des mouvements oculaires ou des contractions musculaires faciales, le tout pendant qu'elles étaient vérifiablement en sommeil paradoxal. C'est de la science-fiction devenue réalité. Les applications thérapeutiques du rêve lucide sont prometteuses. Des études montrent que les personnes souffrant de cauchemars chroniques, y compris ceux liés aux troubles de stress post-traumatique, peuvent apprendre à devenir lucides pendant leur cauchemar et à en modifier le contenu, réduisant considérablement leur détresse nocturne. Imaginez être piégé dans un cauchemar récurrent pendant des années et puis apprendre à prendre le contrôle, à changer l'histoire, à transformer le monstre qui vous poursuit en quelque chose d'inoffensif. C'est le pouvoir du rêve lucide. Mais il y a aussi un côté sombre du monde des rêves, et ce sont les cauchemars. Pourquoi faisons-nous des cauchemars? D'un point de vue évolutif, les cauchemars sont probablement liés à la théorie de la simulation des menaces dont nous avons parlé. Ils nous préparent au danger. Mais dans le monde moderne, les cauchemars sont souvent déclenchés par le stress, l'anxiété, les traumatismes, certains médicaments, ou même manger tard le soir, ce qui augmente votre métabolisme et l'activité de votre cerveau pendant le sommeil. Il est important de distinguer les cauchemars des terreurs nocturnes, car ce sont des phénomènes complètement différents. Les cauchemars se produisent pendant le sommeil paradoxal, ou généralement dans la seconde moitié de la nuit. Vous vous en souvenez au réveil. Ils impliquent des récits détaillés, des émotions complexes. Les terreurs nocturnes, en revanche, se produisent pendant le sommeil profond, généralement dans les premières heures de la nuit. La personne peut se redresser dans son lit, hurler, avoir l'air terrifiée, mais elle est encore endormie et ne se souviendra de rien le lendemain matin. Les terreurs nocturnes sont plus fréquentes chez les enfants et généralement disparaissent avec l'âge. Pour les personnes souffrant de cauchemars chroniques, il existe une technique thérapeutique remarquable appelée la thérapie par révision d'images. Le principe est simple mais puissant. Pendant la journée, vous écrivez le contenu de votre cauchemar récurrent. Puis, vous le réécrivez en changeant un élément clé pour rendre le rêve moins effrayant ou lui donner une fin positive. Ensuite, vous répétez mentalement cette nouvelle version plusieurs fois par jour, et des études montrent que cette technique réduit significativement la fréquence et l'intensité des cauchemars. Votre cerveau, en quelque sorte, accepte la mise à jour et commence à remplacer l'ancien scénario par le nouveau. Maintenant, prenons un instant de pause. Pensez au dernier rêve dont vous vous souvenez. Je parie que votre cerveau est déjà en train de le connecter à quelque chose que nous venons de discuter. Peut-être était-ce un rêve de chute, et maintenant, vous comprenez la secousse hypnique. Peut-être était-ce un cauchemar récurrent,
Et maintenant, vous comprenez ce que votre cerveau essaie de traiter. Ou peut-être que vous avez déjà vécu un rêve lucide sans savoir ce que c'était. Les rêves sont des fenêtres fascinantes sur votre monde intérieur. Et le simple fait de leur prêter attention peut enrichir votre compréhension de vous-même. Dites-moi dans les commentaires, quel est un rêve récurrent que vous avez fait? J'aimerais vraiment lire vos histoires. Et si cette vidéo vous captive, pensez à appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide énormément et me permet de continuer à créer ce type de contenu pour vous. Continuons notre voyage dans un territoire tout aussi fascinant. Avez-vous remarqué que vous vous sentez peut-être un peu plus détendu maintenant qu'au début de cette vidéo? Si c'est le cas, ce n'est pas un hasard qu'il y a des raisons psychologiques profondes pour lesquelles écouter quelqu'un parler calmement de sujets fascinants vous détend, et les comprendre est en soi captivant. Votre système nerveux possède deux branches principales qui fonctionnent comme les deux faces d'une même pièce. La première est le système nerveux sympathique. C'est votre mode combat ou fuite. Quand vous êtes stressé, menacé ou anxieux, c'est le système sympathique qui prend le relais. Votre cœur s'accélère, vos pupilles se dilatent, vos muscles se tendent, votre digestion s'arrête. Tout votre corps se prépare à combattre ou à fuir. La deuxième branche est le système nerveux parasympathique. C'est votre mode repos et digestion. C'est le système de la paix, de la récupération, de la guérison. Quand le parasympathique est actif, votre cœur ralentit. Là, votre respiration s'approfondit. Vos muscles se détendent. Votre corps peut enfin se concentrer sur la réparation et la restauration. Et le chef d'orchestre de votre système parasympathique est un nerf extraordinaire appelé le nerf vague. Le nerf vague est le nerf le plus long de votre corps. Il part de votre tronc cérébral et descend en serpentant à travers votre cou, votre poitrine, votre abdomen, connectant votre cerveau à votre cœur, vos poumons, votre estomac, vos intestins et bien d'autres organes. Le nom vague vient du latin vagus, qui signifie errant, parce que ce nerf erre littéralement à travers tout votre corps. Quand le nerf vague est stimulé, il active le système parasympathique et vous calme. Et certaines personnes ont un tonus vagal plus élevé que d'autres, ou est-ce qui signifie que leur nerf vague est plus actif et qu'elles sont naturellement plus calmes, plus résilientes au stress et récupèrent plus vite après des situations stressantes. Et voici pourquoi cette vidéo est en train de vous détendre. Écouter une voix calme est un signal de sécurité sociale. Tout au long de notre évolution, une voix douce et posée signifiait l'absence de menace. Quand quelqu'un autour de vous parle calmement, votre cerveau détecte ce signal et dit « Pas de danger ici, on peut se détendre ». C'est un mécanisme automatique, profondément enraciné dans votre biologie. Vous n'avez même pas besoin de comprendre les mots. Le simple ton, le rythme, la mélodie de la voix suffisent à activer votre système parasympathique. Cela est lié à un phénomène que les scientifiques étudient de plus en plus, la réponse autonome sensorielle méridienne ou ASMR. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est cette sensation de picotement agréable qui commence au sommet de votre tête et descend le long de votre colonne vertébrale, déclenchée par certains sons doux, des chuchotements, des tapotements, des mouvements lents et délicats. Tout le monde ne l'éprouve pas, mais pour ceux qui y sont sensibles, c'est une sensation de relaxation profonde. Les chercheurs ont découvert que l'ASMR est associé à une réduction du rythme cardiaque
et à une augmentation de la conductance cutanée, des marqueurs physiologiques de détente. C'est réel, c'est mesurable, c'est biologique. La prosodie, c'est-à-dire le rythme et la mélodie de la parole, joue également un rôle crucial. Et votre cerveau traite la prosodie de manière similaire à la musique. Une voix avec un rythme lent, régulier, avec des pauses naturelles et une intonation descendante est perçue comme apaisante. Une voix rapide, aiguë, avec des pics d'intensité est perçue comme alarmante. C'est pourquoi les berceuses fonctionnent. Les berceuses existent dans toutes les cultures humaines et elles partagent des caractéristiques musicales remarquablement similaires. Un tempo lent, une tessiture réduite, des répétitions, une dynamique douce. Votre cerveau est littéralement programmé pour se calmer en entendant ces caractéristiques. Il y a aussi ce que j'appelle l'effet du feu de camp. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres se rassemblaient autour du feu la nuit. Le feu éloignait les prédateurs. La chaleur les protégeait. Et autour de ce feu, ils racontaient des histoires. Écouter une histoire dans un environnement sûr est devenu un signal profond de sécurité pour le cerveau humain. Quand vous êtes allongé dans votre lit et que vous écoutez quelqu'un vous raconter des faits fascinants d'une voix douce, votre cerveau réagit de la même manière que si vous étiez assis autour d'un feu de camp avec votre tribu, en sécurité, protégé, prêt à dormir. Et parlons de la psychologie du confort et de la sécurité parce que c'est un domaine fascinant. Pourquoi aimons-nous tant nous envelopper dans des couvertures, même quand il ne fait pas froid? Pourquoi les enfants s'attachent-ils à des doudous et des couvertures spécifiques? Pourquoi les espaces petits et clos, comme un lit douillet sous un plafond bas, nous font-ils sentir en sécurité? Et c'est ce que certains psychologues appellent l'instinct du nid. Tout au long de notre évolution, les espaces confinés signifiaient protection. Une grotte, un abri sous un arbre, un terrier. Votre cerveau est programmé pour se sentir en sécurité, dans des espaces restreints et enveloppants. Et c'est pourquoi se blottir sous une couverture épaisse déclenche une sensation de paix si profonde. C'est un signal ancestral de sécurité. Et la chaleur? Il existe un lien fascinant entre la chaleur physique et la sécurité émotionnelle. Des études ont montré que tenir une boisson chaude dans ses mains rend les gens plus susceptibles de percevoir les autres comme chaleureux et amicaux. Ce n'est pas une métaphore. C'est un lien neurologique réel entre la sensation de chaleur physique et le sentiment de connexion sociale. Quand vous étiez bébé, être tenu contre le corps chaud de votre parent signifiait sécurité, amour, survie. Et cette association reste gravée dans votre cerveau pour toute votre vie. L'obscurité elle-même est un signal. Quand la lumière diminue, votre cerveau commence à produire de la mélatonine, comme nous l'avons vu, mais il fait aussi autre chose. Il réduit l'activité de votre cortex visuel. Moins d'informations visuelles signifie moins de stimulation, moins de traitement, moins de raisons de rester en alerte. C'est pourquoi fermer les yeux est si relaxant, vous éliminez la source de stimulation la plus exigeante pour votre cerveau. Et les sons constants et prévisibles, comme la pluie qui tombe, le bruit blanc, le ronronnement d'un ventilateur, votre cerveau les adore parce qu'ils sont prévisibles. L'incertitude est stressante. Un bruit soudain dans la nuit active votre système sympathique parce que votre cerveau doit évaluer s'il représente un danger. Mais un son constant et uniforme dit à votre cerveau « tout est stable, tout est sûr,
rien ne change. Tu peux te détendre. Laissez-moi maintenant vous offrir une série de faits psychologiques relaxants qui sont comme de petits cadeaux pour votre esprit. Saviez-vous que prendre quelqu'un dans ses bras pendant plus de 20 secondes déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement? L'ocytocine réduit le cortisol, abaisse la pression artérielle et crée un sentiment profond de connexion et de sécurité. 20 secondes, c'est tout ce qu'il faut. La prochaine fois que vous prenez quelqu'un dans vos bras, comptez jusqu'à 20 et laissez votre chimie cérébrale faire sa magie. Et saviez-vous que votre cerveau ne peut physiquement pas distinguer entre un scénario réel et un scénario imaginé? Quand vous imaginez une scène relaxante, une plage paisible, une forêt verdoyante, un coucher de soleil doré, votre cerveau active les mêmes régions que si vous viviez réellement cette expérience. C'est le pouvoir de la visualisation, et c'est pourquoi les techniques de relaxation guidée fonctionnent si bien. Votre cerveau, en un sens, ne sait pas que vous n'êtes pas réellement sur cette plage, et il répond en conséquence, en réduisant le cortisol, en libérant des endorphines, en activant le parasympathique. L'odeur de la lavande a été scientifiquement prouvée comme réduisant l'anxiété. Des études ont montré que l'inhalation de l'huile essentielle de lavande réduit le rythme cardiaque, abaisse la pression artérielle, diminue les niveaux de cortisol. La lavande agit sur les récepteurs GABA de votre cerveau, les mêmes récepteurs ciblés par les médicaments anxiolytiques. La nature a créé son propre médicament anti-anxiété et il pousse dans les champs. Et les chats ronronnent à une fréquence comprise entre 25 et 50 Hz. Et des recherches suggèrent que ces fréquences favorisent la guérison des os, réduisent l'inflammation et diminuent le stress. C'est peut-être la raison pour laquelle les chats ronronnent non seulement quand ils sont heureux, mais aussi quand ils sont blessés ou stressés. Ils s'auto-guérissent. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle avoir un chat ronronnant sur vos genoux vous fait vous sentir si paisible. Votre corps répond à ces fréquences vibrantes de manière thérapeutique. Et un dernier fait de cette série, simplement regarder des images de nature, même sur un écran, même une simple photo d'un arbre ou d'un lac, réduit vos niveaux de cortisol en quelques minutes. Des études en neuroimagerie ont montré que les scènes naturelles activent les régions du cerveau associées à la connexion émotionnelle positive et désactivent les régions associées au stress. L'être humain est fait pour vivre dans la nature, et même un contact visuel minimal avec des éléments naturels peut apaiser votre système nerveux. Maintenant, je voudrais vous emmener dans un voyage à l'intérieur de la structure la plus complexe de l'univers connu. Non, ce n'est pas une étoile à neutrons. Ce n'est pas un trou noir. C'est l'objet que vous portez entre vos oreilles en ce moment. C'est votre cerveau. Votre cerveau contient environ 86 milliards de neurones. 86 milliards. C'est plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Et chacun de ces neurones est connecté à des milliers d'autres neurones via des synapses, créant un réseau de 100 000 milliards de connexions. 100 000 milliards. C'est un nombre tellement immense que si vous comptiez une connexion par seconde, il vous faudrait plus de 3 millions d'années pour toutes les compter. Et de ce réseau incroyablement dense émerge tout ce que vous êtes, vos pensées, vos émotions, vos souvenirs, votre personnalité, votre conscience même. Votre cerveau ne représente que 2% de votre poids corporel, mais il consomme 20% de votre énergie,
C'est l'organe le plus gourmand de votre corps. Et il génère suffisamment d'électricité pour alimenter une petite ampoule. Pas beaucoup, il est vrai, mais c'est quand même remarquable quand on y pense. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion que vous avez jamais ressentie est le résultat de signaux électriques et chimiques circulant dans ce réseau de neurones. Vous êtes, en un sens, un orage électrique ambulant. Et le fameux mythe selon lequel nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, c'est absolument faux. Les techniques modernes de neuroimagerie montrent clairement que nous utilisons la totalité de notre cerveau, pas nécessairement tout en même temps, mais chaque région a une fonction et est active à un moment ou un autre. L'origine de ce mythe est incertaine, mais il est profondément ancré dans la culture populaire. Non, probablement parce qu'il est séduisant de penser qu'il existe un vaste potentiel inexploité dans notre cerveau. La réalité est que votre cerveau est déjà remarquablement efficace. Il n'a pas de territoire vierge en attente d'être conquis. Et voici l'un des concepts les plus révolutionnaires de la neuroscience moderne, la neuroplasticité. Pendant la majeure partie de l'histoire de la neuroscience, on croyait que le cerveau adulte était fixé, immuable, incapable de changement significatif. On pensait que les neurones ne pouvaient pas se régénérer, que les connexions cérébrales étaient gravées dans le marbre. Nous savons maintenant que c'est spectaculairement faux. Votre cerveau se recable constamment en fonction de vos expériences, de vos pensées, de vos habitudes. Si vous apprenez à jouer du piano et les régions de votre cerveau dédiées au contrôle moteur fin de vos doigts vont physiquement s'agrandir. Si vous méditez régulièrement, votre cortex préfrontal s'épaissit et votre amygdale rétrécit. Si vous passez des heures à naviguer dans une ville complexe, comme les chauffeurs de taxi de Londres, votre hippocampe, le siège de la mémoire spatiale, va littéralement grossir. Votre cerveau est un sculpteur qui se sculpte lui-même, et l'outil qu'il utilise est votre expérience. Parlons maintenant de la mémoire, cette capacité miraculeuse qui vous permet de voyager dans le temps. Parce que c'est exactement ce que la mémoire est, un voyage dans le temps mental. Quand vous vous souvenez de votre premier jour d'école, de votre premier baiser, de l'odeur de la cuisine de votre grand-mère, votre cerveau ne consulte pas un fichier stocké quelque part comme un disque dur. Il reconstruit activement l'expérience. Il réactive les mêmes circuits neuronaux qui étaient actifs au moment de l'événement original. En un sens, se souvenir, c'est revivre partiellement l'expérience. Votre hippocampe joue le rôle de commutateur central, connectant les différents fragments de souvenirs stockés dans différentes régions du cerveau, les images visuelles dans le cortex visuel, les sons dans le cortex auditif, les émotions dans l'amygdale et les assemblant en une expérience cohérente. Mais voici le détail le plus fascinant et le plus troublant à propos de la mémoire. Elle n'est pas fiable. Chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, vous ne faites pas que le rappeler, vous le reconstruisez. Et chaque reconstruction est légèrement différente de l'original. C'est ce qu'on appelle la reconsolidation de la mémoire. Chaque fois que vous accédez à un souvenir, il devient temporairement malléable. Et quand votre cerveau le range à nouveau, il peut avoir été légèrement modifié par votre humeur actuelle, par de nouvelles informations, par des suggestions extérieures. Au fil du temps et de multiples rappels, un souvenir peut devenir significativement différent de l'événement réel. C'est comme une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Chaque copie est un peu plus dégradée,
un peu plus déformés. Et cela nous amène aux faux souvenirs. La psychologue Elizabeth Loftus a passé des décennies à démontrer que les faux souvenirs, des souvenirs d'événements qui ne se sont jamais produits, sont étonnamment faciles à implanter. Et dans une expérience célèbre, elle a réussi à convaincre environ un quart des participants qu'ils s'étaient perdus dans un centre commercial quand ils étaient enfants, un événement entièrement fictif. Les participants ne se souvenaient pas simplement de l'événement, ils l'enrichissaient de détails vivides, les vêtements qu'ils portaient, le visage de la personne qui les avait retrouvés, les émotions qu'ils avaient ressenties. Leur cerveau avait construit un souvenir complet de quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. L'effet Mandela est un exemple collectif de ce phénomène. Des millions de personnes se souviennent que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 80, alors qu'en réalité, il a été libéré en 1990 et est décédé en 2013. Des millions de personnes se souviennent que l'homme du Monopoly porte un monocle alors qu'il n'en a jamais porté. Des millions de personnes se souviennent que Dark Vador dit « Luke, je suis ton père », alors qu'en réalité, la réplique est « Non, je suis ton père ». Ces faux souvenirs collectifs sont fascinants parce qu'ils montrent que la mémoire n'est pas un enregistrement fidèle de la réalité. C'est une reconstruction active et imparfaite. Et la courbe de l'oubli? Le psychologue Hermann Ebbinghaus a découvert au XIXe siècle que nous oublions environ 70% des nouvelles informations dans les 24 heures suivant leur apprentissage. 70% en une seule journée. Sans révision, sans répétition, la grande majorité de ce que vous apprenez s'évapore comme la brume du matin. C'est à la fois déprimant et libérant. Déprimant parce que tant de nos expériences sont perdues. Libérant parce que cela signifie que votre cerveau fait un choix actif de ce qui mérite d'être conservé. Et les souvenirs qui survivent, ceux qui sont émotionnellement chargés, ceux qui sont répétés, ceux qui sont connectés à des connaissances existantes, sont les plus importants pour votre survie et votre bonheur. Et l'amnésie infantile? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous souvenir de vos premières années de vie? Vous avez vécu des expériences intenses pendant vos 2 ou 3 premières années. Vous avez appris à marcher, à parler, à interagir avec le monde. Et pourtant, vous n'en avez aucun souvenir explicite. La raison est que votre hippocampe et vos connexions corticales n'étaient pas suffisamment développées pour encoder des souvenirs épisodiques à long terme. Les souvenirs de cette période existent probablement sous forme de souvenirs implicites, influençant votre comportement et vos émotions sans que vous en ayez conscience, mais ils ne peuvent pas être rappelés consciemment. Maintenant, plongeons dans le monde fascinant de votre esprit inconscient. Ce qui se passe sous la surface de votre conscience est peut-être encore plus impressionnant que ce qui se passe à la surface. Considérez ceci. Votre esprit conscient traite environ 50 bits d'informations par seconde. C'est la bande passante de vos pensées conscientes, de votre attention focalisée, de votre raisonnement délibéré. Mais votre inconscient, qu'il traite environ 11 millions de bits par seconde. 11 millions. Cela signifie que la vaste majorité du traitement de votre cerveau se produit en dehors de votre conscience. Votre conscience est la minuscule partie visible d'un iceberg colossal. Le phénomène d'amorçage est un exemple fascinant de la puissance de l'inconscient. Des études ont montré que des stimuli subtils,
peuvent influencer votre comportement sans que vous en ayez la moindre conscience. Dans une expérience célèbre, des participants qui avaient été exposés à des maux liés à la vieillesse, comme ride, oubli, canne, marchaient physiquement plus lentement en sortant du laboratoire que les participants du groupe contrôle. Personne ne leur avait demandé de marcher lentement. Personne n'avait mentionné la vitesse de marche. Et pourtant, les mots avaient activé inconsciemment le concept de vieillesse qui avait influencé leur comportement moteur. Votre cerveau est constamment influencé par des signaux que vous ne percevez pas consciemment. L'effet cocktail party est un autre exemple magnifique. Imaginez que vous êtes à une fête bruyante, entouré de dizaines de conversations. Vous êtes concentré sur la personne en face de vous, ignorant tout le reste. Et soudain, quelqu'un à l'autre bout de la pièce prononce votre nom. Instantanément, votre attention bascule. Vous l'avez entendu. Mais comment? Vous n'écoutiez pas cette conversation. La réponse est que votre cerveau inconscient écoutait toutes les conversations simultanément, filtrant constamment l'information à la recherche de signaux importants. Votre nom est l'un de ces signaux. Votre cerveau est toujours en alerte, ou même quand votre conscience est ailleurs. Et l'intuition, vous savez, ce sentiment inexplicable que quelque chose est vrai ou faux, ce pressentiment qui vous dit de ne pas faire confiance à quelqu'un, ou cette certitude inexplicable que vous devriez prendre telle décision plutôt qu'une autre. L'intuition n'est pas magique. C'est votre inconscient qui reconnaît des schémas que votre conscience n'a pas encore identifiés. Votre cerveau a accumulé des milliards d'observations au cours de votre vie et il les utilise constamment pour faire des prédictions. Quand quelque chose ne colle pas, quand un schéma est brisé, votre inconscient le détecte et vous envoie un signal sous forme de sensation, de malaise, d'intuition. C'est l'une des capacités les plus extraordinaires de votre cerveau et elle opère entièrement en dehors de votre conscience. Voici maintenant quelques faits sur le cerveau qui ressemblent à de la science-fiction. Votre cerveau ne ressent pas la douleur. Il n'a pas de récepteur de douleur. C'est profondément ironique quand on y pense, car le cerveau est l'organe qui traite toute la douleur du corps. C'est lui qui vous fait ressentir la douleur. Et pourtant, lui-même ne peut pas la ressentir. C'est pourquoi certaines chirurgies cérébrales peuvent être effectuées sur des patients éveillés, ce qui permet au chirurgien de demander au patient de parler ou de bouger pour s'assurer qu'il ne touche pas à des zones critiques. Le déjà-vu, cette sensation troublante d'avoir déjà vécu un moment présent, reste l'un des phénomènes les plus mystérieux de la neuroscience. Que la théorie la plus acceptée est qu'il s'agit d'un petit décalage dans le traitement de la mémoire. Normalement, quand vous vivez une expérience, elle est enregistrée comme nouvelle avant d'être comparée aux souvenirs existants. Mais parfois, ce processus se dérègle et l'expérience est immédiatement classée comme un souvenir, créant cette sensation saisissante de familiarité impossible. Ce n'est pas un souvenir d'une vie passée. Ce n'est pas un glitch dans la matrice. C'est un petit hockey dans le système de mémoire de votre cerveau. Votre cerveau peut traiter une image en seulement 13 millisecondes. 13 millisecondes. C'est trop rapide pour votre conscience. Vous avez déjà identifié et traité une image avant même de réaliser que vous l'avez vue. Le syndrome du membre fantôme est un autre phénomène extraordinaire. Des personnes qui ont perdu un bras ou une jambe continuent de ressentir des sensations dans le membre absent, parfois pendant des années. Ils ressentent des démangeaisons de la douleur,
de la chaleur, du mouvement dans un membre qui n'existe plus. La raison est que la carte corporelle dans votre cerveau, la représentation neurologique de votre corps, ne se met pas à jour immédiatement. Le cerveau continue de s'attendre à recevoir des signaux d'un membre qui n'est plus là. La synesthésie est peut-être l'un des phénomènes les plus poétiques de la neuroscience. C'est une condition dans laquelle les sens se mélangent. Une personne synesthète peut voir des couleurs quand elle entend de la musique. Elle peut goûter des mots. Elle peut associer des chiffres à des personnalités. Et les notes de musique peuvent apparaître comme des formes flottantes dans l'espace. C'est comme si les câbles sensoriels du cerveau étaient croisés, créant des expériences multisensorielles que la plupart des gens ne peuvent qu'imaginer. La synesthésie n'est pas une maladie. Elle n'est pas douloureuse. Elle est simplement une manière différente de percevoir le monde. Et beaucoup de synesthètes la considèrent comme un cadeau. Et l'effet Tetris? Si vous jouez à Tetris pendant des heures, vous commencerez à voir des blocs qui tombent quand vous fermerez les yeux. Si vous passez la journée à faire de la randonnée en montagne, vous pourriez sentir le mouvement de la marche même allongé dans votre lit. Si vous travaillez à la caisse d'un supermarché toute la journée, vous pourriez entendre le bip du scanner dans vos rêves. Ah, c'est l'effet Tetris. Et il montre comment les activités répétées s'impriment profondément dans les circuits neuronaux de votre cerveau, continuant à se rejouer, même quand l'activité a cessé. Explorons maintenant la psychologie de la vie quotidienne, parce que comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites est l'une des aventures intellectuelles les plus enrichissantes qui soient. Votre cerveau est équipé de ce que les psychologues appellent des biais cognitifs, des raccourcis mentaux qui vous permettent de prendre des décisions rapides sans analyser chaque situation en détail. Ces raccourcis sont généralement utiles. Ils vous permettent de naviguer dans un monde complexe sans être paralysé par l'analyse. Mais ils vous trompent aussi régulièrement. Le biais de confirmation est peut-être le plus influent de tous. Vous recherchez activement les informations qui confirment ce que vous croyez déjà, et vous ignorez ou minimisez les informations qui contredisent vos croyances. Si vous croyez qu'une certaine marque de voiture est la meilleure, vous remarquerez toutes les bonnes critiques et ignorerez les mauvaises. Si vous avez une opinion sur un sujet controversé, vous lirez les articles qui soutiennent votre position et éviterez ceux qui la remettent en question. C'est automatique. C'est inconscient. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont tant de mal à changer d'avis. L'effet d'ancrage est tout aussi puissant. Le premier chiffre que vous entendez dans une situation influence fortement votre jugement. Si un vendeur vous montre d'abord un article à 1 000 €, puis un article à 300 €, et les 300 € sembleront raisonnables. Mais si vous aviez vu l'article à 300 € en premier, sans référence, vous l'auriez peut-être trouvé cher. Votre cerveau utilise le premier chiffre comme encre, et tous les jugements ultérieurs sont relatifs à cette encre. L'effet projecteur est rassurant quand on le comprend. Vous croyez que les gens vous remarquent et vous jugent beaucoup plus qu'ils ne le font réellement. Si vous avez une tache sur votre chemise, vous pensez que tout le monde l'a vu. Si vous dites quelque chose de maladroit, vous pensez que tout le monde s'en souviendra. La vérité est que la plupart des gens sont trop occupés à s'inquiéter de ce que les autres pensent d'eux pour vous prêter autant d'attention que vous l'imaginez. Tout le monde vit sous son propre projecteur imaginaire,
L'effet Dunning-Kruger est à la fois amusant et troublant. Les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer considérablement leurs capacités parce qu'elles n'ont pas assez de connaissances pour réaliser à quel point elles en savent peu. Inversement, les personnes les plus compétentes ont tendance à sous-estimer leurs capacités parce qu'elles sont conscientes de l'immensité de ce qu'elles ne savent pas encore. L'ignorance engendre la confiance et la connaissance engendre le doute. C'est un paradoxe profond de la cognition humaine. Et l'aversion à la perte ? Les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont découvert que la douleur de perdre 100 € est environ 2 fois plus intense que le plaisir de gagner 100 €. Nous sommes fondamentalement programmés pour éviter les pertes plus que pour rechercher les gains. C'est pourquoi vous gardez ce vêtement que vous ne portez jamais, au cas où. C'est pourquoi vendre un investissement en perte est si difficile émotionnellement. C'est pourquoi vous restez dans une situation insatisfaisante plutôt que de risquer le changement. Votre cerveau est un gardien conservateur qui préfère la certitude de ce qu'il a à l'incertitude de ce qu'il pourrait avoir. Passons maintenant à un sujet qui nous concerne tous, la psychologie du bonheur. Qu'est-ce qui rend les gens heureux ? La réponse est à la fois simple et complexe. Le tapis roulant hédonique est l'un des concepts les plus importants de la psychologie du bonheur. Il décrit notre tendance à revenir rapidement à un niveau de bonheur de base après des événements positifs ou négatifs. Des études célèbres ont montré que les gagnants de loterie rapportent des niveaux de bonheur étonnamment similaires à ceux de la population générale juste 1 an après leur gain. L'euphorie initiale s'estompe. Les nouvelles possessions deviennent la norme et le bonheur revient à son niveau de base. De même, les personnes qui traversent des épreuves graves retrouvent souvent un niveau de bonheur surprenamment proche de leur niveau initial. Votre cerveau est remarquablement doué pour s'adapter, pour le meilleur et pour le pire. La théorie du point de consigne suggère que la génétique détermine environ 50% de votre niveau de bonheur de base. 50%. La moitié de votre bonheur est prédéterminée par la loterie génétique. Mais cela signifie aussi que 50% restent sous votre influence, et c'est considérable. Les circonstances de vie, votre revenu, votre statut marital, votre lieu de résidence ne comptent que pour environ 10%. Et les 40% restants, ils dépendent de vos activités intentionnelles, de votre façon de penser, de vos habitudes quotidiennes. C'est une nouvelle extraordinairement libérante. L'état de flow, décrit par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, est l'un des états les plus agréables que l'être humain puisse connaître. C'est ce moment où vous êtes tellement absorbé par une activité que vous perdez la notion du temps. Les heures passent comme des minutes. Votre attention est totalement focalisée. L'activité est suffisamment difficile pour vous engager, mais pas assez pour vous frustrer. Vous êtes dans la zone. Pendant le flow, votre cortex préfrontal s'inactive partiellement. Un phénomène appelé hypofrontalité transitoire. Votre critique intérieure se tait. Votre sens du temps se dissout. Vous êtes pleinement présent, sans effort. C'est le bonheur en action. Et la gratitude, la pratique régulière de la gratitude, simplement noter quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant chaque jour, a des effets mesurables sur le cerveau. Elle augmente l'activité dans le cortex préfrontal médian, réduit l'activité de l'amygdale et augmente la production de dopamine et de sérotonine.
Des études montrent que 8 semaines de pratique de gratitude peuvent améliorer le bien-être psychologique, la qualité du sommeil et même la santé physique. C'est l'un des outils les plus simples et les plus puissants que la psychologie ait à offrir. Le paradoxe du choix, décrit par Barry Schwartz, est une autre pièce fascinante du puzzle du bonheur. Plus vous avez d'options, plus il est difficile de choisir et moins vous êtes satisfait de votre choix final. Dans un monde où nous sommes bombardés d'options infinies, cette surabondance de choix peut devenir paralysante et anxiogène. Les personnes qui cherchent toujours l'option parfaite, que Schwartz appelle les maximiseurs, sont systématiquement moins heureuses que les satisfaiseurs, ceux qui choisissent la première option suffisamment bonne. Parfois, le chemin vers le bonheur passe par l'acceptation de ce qui est assez bon plutôt que par la poursuite incessante du parfait. Et la comparaison sociale ? La théorie de la comparaison sociale de Leon Festinger explique que nous évaluons constamment notre propre valeur en nous comparant aux autres. Dans le monde des réseaux sociaux, cette tendance est amplifiée à l'extrême. Vous voyez les moments les plus brillants de la vie de centaines de personnes et vous les comparez à votre quotidien ordinaire. C'est une comparaison fondamentalement injuste et elle est directement liée à l'augmentation de la dépression et de l'anxiété. Votre cerveau n'a pas évolué pour être bombardé par les succès de milliers d'étrangers. Il a évolué pour vivre dans un petit groupe de quelques dizaines de personnes. Le paradoxe d'Easterlin est peut-être le fait le plus important sur le bonheur et l'argent. Au-delà d'un certain seuil de revenus, prime celui qui couvre confortablement vos besoins essentiels et vous offre une sécurité raisonnable. Gagner plus d'argent n'augmente pas significativement votre bonheur. L'argent achète le soulagement de la pauvreté, pas le bonheur. Il élimine les sources de stress financier, mais il n'ajoute pas de joie au-delà d'un certain point. Les gens les plus heureux ne sont pas les plus riches. Ce sont ceux qui ont des relations sociales profondes, un sens à leur vie et des activités qui les engagent pleinement. Parlons maintenant de quelque chose que nous connaissons tous, mais que nous comprenons rarement. La peur et l'anxiété. La peur est l'une des émotions les plus anciennes, les plus puissantes et les plus utiles de notre répertoire émotionnel. Elle vous a gardé en vie. Chaque fois que vous retirez votre main d'une surface brûlante, allez, chaque fois que vous freinez instinctivement quand un enfant traverse la route, chaque fois que votre cœur s'accélère en entendant un bruit suspect la nuit, c'est la peur qui agit et c'est la peur qui vous sauve. Le centre de la peur dans votre cerveau est l'amygdale, 2 petites structures en forme d'amande nichées dans les lobes temporaux. L'amygdale est votre système d'alarme. Elle détecte les menaces et déclenche la réponse de stress avant même que votre cortex conscient n'ait le temps de traiter l'information. C'est pour ça que vous sursautez avant de réaliser ce qui vous a fait sursauter. L'amygdale a déjà déclenché la réponse de combat ou de fuite pendant que votre conscience essaie encore de comprendre ce qui se passe. Et la réponse de combat ou de fuite est en fait plus complexe qu'on ne le pensait. Les psychologues modernes reconnaissent 4 réponses de menace: le combat, la fuite, la sidération et l'apaisement. Le combat, c'est quand vous faites face à la menace avec agressivité. La fuite, c'est quand vous fuyez le danger. La sidération, le freeze en anglais, c'est quand vous vous immobilisez comme un cerf pris dans les phares. L'apaisement, le fawn en anglais, c'est quand vous essayez de plaire à la source de la menace pour la neutraliser, un comportement souvent observé
chez les personnes qui ont grandi dans des environnements émotionnellement dangereux. Et pourquoi votre cerveau s'inquiète-t-il autant de choses qui ne se sont pas encore produites? La réponse se trouve dans le réseau du mode par défaut, un ensemble de régions cérébrales qui s'activent quand vous ne faites rien de particulier. C'est le réseau de la rêverie, de l'introspection, de la planification. Et il est aussi le réseau de l'inquiétude. Quand vous laissez votre esprit vagabonder, il a une tendance naturelle à dériver vers le futur, à anticiper les problèmes, à imaginer les pires scénarios. C'est un vestige évolutif. Dans l'environnement ancestral, anticiper les menaces était crucial pour la survie. Mais dans le monde moderne, cette anticipation devient souvent anxiété chronique, une inquiétude constante pour des dangers qui ne se matérialiseront probablement jamais. La catastrophisation est la tendance de votre cerveau à supposer le pire résultat possible dans chaque situation. Vous avez un mal de tête et votre cerveau pense à une tumeur. Votre patron vous envoie un message disant « On doit parler » et votre cerveau pense que vous allez être licencié. Votre partenaire ne répond pas à votre message et votre cerveau pense qu'il ou elle vous quitte. Cette tendance est le produit d'un cerveau qui préfère être préparé au pire et avoir tort plutôt que d'être surpris par le pire et avoir raison. C'est un mécanisme de survie qui, dans la vie moderne, crée souvent plus de souffrance qu'il n'en prévient. Et le paradoxe de l'anxiété. Plus vous essayez de ne pas être anxieux, plus vous devenez anxieux. C'est parce que l'effort de supprimer une pensée requiert que vous pensiez à la pensée que vous essayez de supprimer. Essayez maintenant de ne pas penser à un ours blanc. Qu'est-ce qui apparaît immédiatement dans votre esprit? Un ours blanc. Le psychologue Daniel Wegner a appelé cela l'effet de rebond ironique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les approches modernes de l'anxiété, c'est comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, ne cherchent pas à éliminer les pensées anxieuses, mais à changer votre relation avec elles. La thérapie d'exposition est l'un des traitements les plus efficaces pour les phobies et les troubles anxieux, et son mécanisme est fascinant. En vous exposant progressivement et répétitivement à ce qui vous fait peur dans un environnement sûr, votre cerveau apprend littéralement que le stimulus n'est pas dangereux. Les connexions neuronales qui reliaient le stimulus à la peur s'affaiblissent et de nouvelles connexions associant le stimulus à la sécurité se forment. Votre cerveau se recable. La peur ne disparaît pas complètement. Le souvenir original de peur existe toujours, mais il est surpassé par le nouveau souvenir d'absence de danger. C'est la neuroplasticité au service de la guérison. Et l'amour. L'amour. La psychologie de l'amour est peut-être le sujet le plus poétique de toute la science du comportement humain. L'amour romantique suit un schéma neurochimique remarquablement prévisible. La première phase est le désir, principalement conduite par la testostérone et les œstrogènes. C'est l'attraction physique brute, le magnétisme biologique qui vous pousse vers un partenaire potentiel. La deuxième phase est l'attraction, et c'est ici que la chimie devient vraiment intéressante. 3 neurotransmetteurs clés entrent en jeu. La dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, crée cette euphorie enivrante des débuts amoureux, cette sensation que tout est plus brillant, plus intense, plus vivant quand vous êtes avec l'autre personne. Les niveaux de dopamine chez une personne nouvellement amoureuse sont comparables à ceux d'une personne sous l'influence de certaines substances psychoactives. L'amour est, littéralement, une forme de dépendance. La noradrénaline
provoque les palpitations cardiaques, les mains moites, le manque d'appétit et l'incapacité de dormir. Et la sérotonine, elle chute. Les niveaux de sérotonine chez une personne amoureuse sont similaires à ceux observés dans le trouble obsessionnel compulsif. C'est pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de penser à la personne que vous aimez. Votre cerveau est en mode obsession. La troisième phase est l'attachement, la phase de l'amour à long terme, gouvernée par l'ocytocine et la vasopressine. L'ocytocine est libérée lors du contact physique, des câlins, des moments intimes. Nate, la vasopressine est liée à l'engagement et à la fidélité. Cette phase est plus calme que l'euphorie des débuts, mais elle est plus profonde, plus stable, plus durable. C'est l'amour qui construit des familles, qui traverse les épreuves, qui dure des décennies.